bonjour à tous. Donc, on va être trois à faire cette présentation nous allons commencer par nous présenter. Donc, les trois qui allons faire la présentation sommes les trois personnes en charge de la coordination de la mission de lutte contre le décrochage scolaire sur les académies franciliennes. Donc, je suis Christine Ponsignon, coordinatrice académique de la MLDS à Paris. Il y a aussi. Bonjour, Tania Gouzouguec, coordonnatrice académique pour la mission de lutte contre le décrochage scolaire sur l'Académie de Créteil. Et bonjour, Sylvie Destin, donc coordinatrice académique de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, donc pour l'Académie de Versailles. Voilà, donc nous allons vous présenter en fait la formation, déjà un peu le cadre de cette formation, en termes de textes réglementaires, etc., le contenu de la formation, son organisation, l'examen, et évidemment, vous aurez sans doute un tas de questions à poser, donc peut-être on se les pose par bloc en fait. Après la formation, après l'examen, à la fin, en fait, à chaque séquence comme ça, ça permettra d'être en lien avec ce qui est fait et pas trop tout à la fin quand ça deviendra un peu plus théorique. Donc, on va commencer par vous présenter un peu le cadre réglementaire de cette formation qui existe depuis 2017. Alors, du coup, qui est-ce qui appuie sur le bouton, Sylvie ou Tania de la... Voilà. Tania, certainement, voilà. Voilà, donc en fait, il y a un décret qui a créé la certification, donc le certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire en mai 2017 et qui a dans le même temps créé la formation qui permet de s'y préparer. Donc un décret en mai 2017 et deux arrêtés qui organisaient d'un côté la formation et d'un autre côté l'examen. Après cette présentation, pour les personnes présentes et ceux qui ne pouvaient pas venir et qui le souhaitaient, en fait, nous enverrons la présentation. Donc, vous pourrez retrouver ces textes, parce qu'ils définissent clairement en fait à qui s'adresse cette formation, et puis et à qui en fait comment ça se déroule, voilà. Donc ça, on le trouve sur les slides d'après. Si tu veux bien passer pas à la suivante et encore à la suivante, on va faire dans le... Voilà. Donc cette certification s'adresse au personnel d'enseignement et d'éducation, donc titulaire ou contractuel employé par contrat à durée indéterminée. Donc il y a c'est posé dans le texte, ça en est le cadre. Donc, c'est l'année dernière, dans une des académies, il y a eu des demandes de personnel qui étaient en contrat à durée déterminée. Et en fait, il n'est pas possible, au regard du texte, de se présenter à l'examen. Parce que pour dire, il y a 2 ans, quelqu'un s'est présenté sur l'Académie de Paris en tant que CDI. Donc au moment où il a voulu s'inscrire, qu'on lui a demandé de produire son CDI, en fait le 11 c'est le siècle, il n'a pas pu le produire, il a produit des CDD et son inscription n'a pas été validée par le siècle. Donc il faut le savoir, c'est un cadre défini par le décret. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont une activité en lien avec la lutte contre le décrochage scolaire, soit de façon permanente, comme les coordonnateurs conseils MLDS, ou des personnels qui interviennent dans les actions MLDS, mais ça peut être aussi, et il y en a beaucoup, des référents décrochage scolaire des établissements, des personnes, enfin des professeurs ou des coordonnateurs intervenant dans les dispositifs relais en collège, et des professeurs ou coordonnateurs intervenant dans le cadre de structures de retour à l'école, de type micro-lycée, dispositif Nouvelle Chance, pôle innovant,
lycéens. Voilà. Donc cette certification, si tu veux bien remonter à la slide d'avant, voilà, elle s'est inscrite dans tout un mouvement au niveau de l'État qui a cherché à avancé sur la lutte contre le décrochage scolaire dans le cadre notamment de la stratégie Europe qui avait défini un objectif européen de descendre en dessous de 10% des décrocheurs scolaires, en dessous de 10% des effectifs présents à l'école. Donc, tout après s'est mis en route autour de cette thématique. Donc, novembre 2014, un plan gouvernemental tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire. Donc, c'est là où il y a vraiment toute une communication autour de la prévention dans les établissements, la création, le déploiement des GPDS, les gains qui deviennent GPDS, groupe de prévention du décrochage scolaire, la demande d'une nomination d'un référent décrochage scolaire dans chaque établissement. Et depuis, en fait, cette période-là, les instances de la lutte contre le décrochage scolaire se sont déployées et dans les établissements et dans les académies pour travailler ensemble sur ce sujet-là. Et depuis septembre 2020, il y a vraiment une nouveauté majeure dans le cadre institutionnel avec la mise en route de l'obligation de formation pour les mineurs. Donc, on a ce terme d'obligation de formation 16-18, il est un peu trompeur parce qu'en fait, c'est une obligation de formation pour les mineurs. Donc, obligation scolaire jusqu'à 16 ans et jusqu'à 18 ans, obligation de formation. Donc, ce qui fait que tout le monde se mobilise pour être en capacité de proposer des parcours aux jeunes décrocheurs, puisque pour être dans le respect de l'obligation de formation, il faut être soit à l'école, soit en formation sous statut stagiaire de la formation professionnelle, soit en emploi, soit en alternance, en service civique ou dans un accompagnement contractualisé par un des acteurs de l'accompagnement insertion que sont Pôle emploi et missions locales. Donc voilà, d'où l'intérêt d'une certification qui permet de professionnaliser les personnels qui sont en charge de la lutte contre le décrochage scolaire. Donc une double entrée de la certification, reconnaître les compétences des personnels qui exercent auprès des publics décrocheurs, puisque c'est une vraie certification avec un vrai examen, on vous en parlera tout à l'heure, et la formation mise en place permet aussi d'accompagner la professionnalisation de personnel sur le sujet. Et l'intérêt, c'est qu'on vous le redira, mais les promotions sont constituées d'enseignants et de CPE, en collège, en lycée, dans les structures de retour à l'école. Donc, vous avez des profils très différents qui permettent de s'enrichir mutuellement. Donc, cette professionnalisation, elle se fait grâce à l'équipe de formateurs qui sont eux-mêmes des professionnels de la lutte contre le décrochage scolaire, mais tout ce qui est les échanges entre pairs sont absolument essentiels pour cette professionnalisation aussi. Et donc l'objectif, in fine, c'est aussi d'élargir le vivier des personnels qui sont impliqués dans la lutte contre le décrochage scolaire. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Donc, sans plus attendre, on va vous donner des éléments de contenu sur la formation, sauf s'il y a déjà des premières questions sur le cadre. Quelques questions, mais pour lesquelles je pense nous avons répondu via le chat. Mais si toutefois vous aviez des questions complémentaires, alors je reprends pour tous une question d'une participante, à savoir si il était nécessaire d'avoir fait une formation, d'avoir participé au dispositif relais et autres pour participer à la formation. Donc non, c'est un exemple.
Vous pouvez être tout à fait, travailler en structure de retour à l'école, en dispositif relais pour bénéficier de cette formation, mais vous pouvez être tout à fait un enseignant dit lambda pour bénéficier de cette formation. Donc, c'était juste à titre d'exemple. Il suffit juste de remplir les conditions précisées dans le décret, à savoir être enseignant au CPE, titulaire ou en CDI. Voilà, donc là, la question qui vient d'être posée, mais Tania y a répondu justement. Donc, quels sont les personnels qui peuvent candidater? C'est exactement ce qui vient d'être dit. Et puis peut-être qu'on va se repréciser aussi parce que il y a parfois des confusions. Il n'est pas nécessaire de suivre la formation pour s'inscrire à la certification. Donc, et c'est pas parce qu'on a suivi la formation que les choses se font toutes seules. On vous dira aussi qu'il faut s'inscrire à l'examen quand on a suivi la formation. Donc, c'est vraiment deux choses distinctes, hein. Il y a plus de personnes qui se présentent à la certification que le nombre de personnes qui suivent la formation. Pour ça, pour un certain nombre, vous êtes déjà des professionnels bien engagés avec des compétences identifiées dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire. Donc ça n'est pas une nécessité absolue de suivre la formation pour pouvoir se présenter à la certification, hein. Alors, une précision aussi, il s'agit d'enseignants du premier degré et du second degré, hein. Donc, les enseignants du premier degré, même si effectivement ils sont moins nombreux, hein, on peut le dire, peuvent tout à fait prétendre à cette formation et à l'examen. Et on peut aussi, bien sûr, bénéficier de cette formation si on vient de l'enseignement privé. Donc, il y a une question sur est-ce que les chefs doivent donner leur avis? Oui. Et on va voir pourquoi quand je vais vous présenter la formation. Voilà, ça fait une très bonne transition. Merci Tania. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est à la partie formation. Donc, c'est une formation relativement complexe. Les thématiques et l'organisation sont précisées dans l'arrêté paru en 2017. On doit pouvoir dispenser une formation de 190 heures. On a choisi, nous, sur notre région académique, de vous proposer un tronc commun de 120 heures avec des activités en majorité en présentiel et parfois pour certaines activités en distanciel. Et on complète pour arriver jusqu'aux 190 heures avec les formations proposées, les parcours proposés par l'école académique de formation continue, puisqu'il y a des parcours spécifiques décrochage où on peut très bien dans les parcours un peu transversaux avoir aussi des formations sur des thématiques connexes au décrochage scolaire, qui permettent ou de comprendre le décrochage, ou l'adolescent, ou sur la motivation, ou en fonction de ce qui vous intéresse et ce que vous pouvez, enfin, ce vers quoi vous voulez vous spécialiser. Donc, pourquoi il faut une autorisation du chef, entre guillemets, qui figure dans le dossier? C'est parce que 120 heures, ça représente un bon nombre de jours de formation et qu'il faut que dans l'emploi du temps, le jeudi soit libéré puisque la plupart des séances sont prévues le jeudi. Donc le jeudi, c'est de octobre à juin. Et donc de octobre 2022 à juin 2023. Et vous aurez 3 jours sur octobre 2023 avant le passage de l'examen
pour bachoter, entre guillemets, réviser, bachoter avant l'examen. Donc la formation commence en octobre 2022 et se termine en octobre 2023. Donc il faut une autorisation du chef d'établissement et un aménagement de l'emploi du temps pour que vous puissiez vous rendre sur les lieux de formation et pouvoir bénéficier de tous les modules qui sont proposés. Alors, hop, concernant les modules, donc comme c'est régi par le texte, on a à la fois des modules théoriques, des modules d'approfondissement, des modules de mise en situation et modules d'ouverture et de bilan, ainsi que une préparation à l'examen, épreuve 1, épreuve 2, mais ça, on vous détaillera les épreuves un petit peu plus loin dans la réunion. Donc, module théorique, on vous a précisé les intitulés. Donc, cadre et acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire. C'est la première séance après celle d'ouverture. Et puis après, on a des thématiques qui vont vous être utiles pour à la fois pour votre pratique, pour vous professionnaliser, mais aussi pour présenter l'examen, que ce soit sur l'ingénierie de formation, sur la gestion administrative et financière d'une action de formation, donc comment on monte un projet, comment on le finance, comment on coordonne une équipe de formateurs. Ça n'a pas vocation uniquement à former pour devenir coordonnateur MLDS. Ensuite, il s'agira donc il y a aussi la partie conseil et animation, et puis tout ce qui est pédagogie différenciée et modulaire en action de formation, qui est très publicité. Ensuite, on a les modules d'approfondissement, donc parcours personnalisé, le travail en partenariat, quels sont les partenaires, comment fonctionnent-ils, pour quel type de public, les moins de 16, les plus de 16, les plus de 18, et puis la conduite d'entretien individuel. Donc ce sont des modules qui sont un peu plus pratiques, notamment sur la conduite d'entretien. Ensuite, mise en situation. Donc là, ça va être l'observation de séances de formation avec un coordonnateur MLDS. Ça va être aussi participer à un GPDS ou travailler sur l'animation du GPDS, comment on s'organise, comment on le fait vivre, comment on peut surmonter les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette instance, comment on fait pour impulser une dynamique, pour mobiliser les collègues. Voilà, les différents types de GPDS aussi, le stratégique, l'opérationnel. Donc, certains ont déjà des connaissances, mais c'est une formation aussi qui est prévue pour professionnaliser les collègues. Voilà sur le contenu de la formation pour les grandes lignes. Ensuite, peut-être il y a des questions qui étaient posées sur le nombre de jeudis concernés et puis le lieu de la formation. Alors, le nombre de jeudis concernés, finalement, vous comptez un jeudi par module, là. Hein, en fait, à chaque fois que vous avez les 6 heures, c'est un jeudi qui est mobilisé, donc ce qui apparaît à l'écran. à peu près 20 jeudis pour une session. Entre 15 et 20, j'ai répondu une quinzaine, mais ça dépend des années. Si les années sont en mode confinement, parce que pour tout vous dire, quand les restrictions sanitaires nous contraignent, nous sommes forcément obligés de modifier notre planning et le présentiel n'est pas tout à fait respecté. Mais entre 15 et 20, hein, c'est bien ça. C'est ça. Et il y avait une autre question sur les lieux.
Et sur les jeudis, c'est souvent 3, 4, 5 jeudis sur une période entre les vacances. Concernant les lieux, on essaye de trouver des lieux pratiques et privilégier les salles parisiennes qui permettent à tous d'y accéder peut-être plus facilement que de traverser quand on vient des Yvelines pour aller en Seine-et-Marne, par exemple, ou dans le nord de la Seine-Saint-Denis et inversement. Voilà. Et Donc, concernant les séances de préparation à l'examen, vous allez avoir des modules spécifiques pour vous préparer aux épreuves du CPLDS, que ce soit l'épreuve 1, séance de formation, ou que ce soit l'étude de cas. Donc oui, ce n'est pas un examen blanc, mais c'est des séances de préparation en petits groupes. Donc ça, on reviendra dessus après. Donc sur le tableau précédent, on avait précisé qu'il y avait une plateforme d'échange. En fait, on a créé un magistère pour la certification. Donc, quand vous êtes retenu en tant que stagiaire, vous y avez très rapidement accès. Ça vous permet d'accéder à toutes les ressources que nous mettons en ligne, donc bien sûr les diaporamas, mais aussi toute une cytographie qui vous permet de vous retrouver ou d'approfondir les connaissances abordées en présentiel. Cette plateforme propose aussi, donc on a un forum d'échange où on vous tient informé de l'actualité et on n'oublie pas de vous rappeler de vous inscrire à l'examen. Vous pouvez aussi échanger entre vous comme une plateforme magistère classique. Donc le calendrier, on met à jour en début d'année et au fur et à mesure, j'espère qu'on ne sera pas contraint comme l'année dernière, enfin comme cette année, de modifier le calendrier et de modifier les séances, de passer du présentiel en distanciel, mais c'est votre espace repère pour connaître les séances et puis savoir où vous allez, enfin, le contenu et à la fois le lieu, toutes les précisions en termes d'organisation dont vous avez besoin. Il y a aussi des activités qui sont proposées en appui des séances en présentiel, donc soit des activités pour préparer la séance, soit des activités pour à l'issue de la séance pour vous entraîner, comme vous le voyez là sur cette diapo là. Donc, on revient un petit peu sur les lieux de formation et les formateurs. On a constitué une équipe pluridisciplinaire qui sont à la fois des formateurs des académies de Paris, Créteil et Versailles, ce qui permet d'avoir une vision pas centrée sur notre territoire et qui correspond aux attentes de l'examen. Donc, des inspecteurs participent à cette formation, chefs d'établissement, coordonnateurs MLDS, CPE, des chercheurs, des enseignants, psy-EN, pour, comme c'est précisé, être au plus près des préoccupations des stagiaires et vous apporter le maximum d'outils et de connaissances pour réussir l'examen. Voilà, donc les lieux, on privilégie les lieux parisiens et accessibles en transport. On y est très vigilant. Donc là, du coup, c'est encore moins, je crois. Sur les promotions, donc depuis 2018, la première année de la formation, on a formé 120 personnes
pour préparer l'examen. Chaque année, c'est une promotion de 30 personnels qui se répartissent, comme c'est indiqué, 12 pour les académies de Créteil et Versailles et 6 pour l'Académie de Paris. Avec cette formation et cette organisation, on a cherché aussi à créer un esprit promo, même si vous venez de 3 académies différentes, mais on cherche à favoriser les échanges, à favoriser les liens, pour que ça puisse profiter à tous. Les formations entre les 3 académies, donc formation régionale, sont assez rares. Donc c'est aussi une opportunité que de rencontrer des collègues des autres académies, échanger, comparer et s'enrichir. Voilà, donc chaque année, on demande à l'issue de la formation ce que les collègues en ont pensé. Et ce qui a été souligné, c'est la richesse des contenus. Bon, comme on vous disait, les supports sont transmis après chaque séance, qui permet de vous y retrouver, de pouvoir revenir sur les éléments présentés. On privilégie aussi dans la mise en pratique la visite de dispositifs, que ce soit dispositifs relais, micro-lycées ou action MLDS, pour que vous puissiez rencontrer aussi les différents acteurs. Et puis les échanges entre vous, la cohésion qui se fait au fur et à mesure avec ces 120 heures. Donc c'est quand même une formation costaud et à la fois en contenu, en notions abordées, aussi en nombre d'heures passées, qui demande un investissement, mais finalement les stagiaires qui en ont bénéficié ont réussi à aller jusqu'au bout les 4 sessions qu'on a menées, parce qu'ils constituent un groupe soudé et qui va jusqu'à l'examen et jusqu'à la réussite de l'examen. Voilà. En ce qui concerne la formation, je peux prendre des questions si j'ai peut-être oublié d'aborder quelques points. Alors, une question qui a été posée sur les critères retenus pour l'entrée en formation. Donc, j'ai commencé un petit peu à répondre qu'il y avait une commission inter-académique qui donc étudie les différents dossiers. Après, je ne sais pas si tu veux compléter, Tania, ou… Oui, on peut compléter. Donc, on essaye de créer un groupe avec différents profils et différentes expériences. Bien sûr, il faut être motivé pour accompagner les élèves décrocheurs, et on étudie plusieurs paramètres, que ce soit votre expérience, si vous êtes enseignant, CPE. On essaye aussi d'équilibrer en fonction des disciplines aussi dans lesquelles vous êtes investi, les référents décrochage scolaire ou non. Donc on prend les éléments dans leur globalité et on les étudie pour essayer de constituer un groupe cohérent qui va s'enrichir mutuellement aussi. Je ne sais pas si ça convient comme réponse, les collègues. Très bien, très bien. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs critères et que on ne doit pas faire un groupe seulement d'enseignants de collège habitant dans une seule ville. Voilà, c'est assez… On essaye aussi de mixer collège, lycée, quand on a du premier degré aussi, pour qu'on se retrouve lycée général, lycée pro, que vraiment les profils soient différents et qu'on puisse avoir un groupe dynamique. Il y avait une question. Alors, la formation, elle n'a lieu que le jeudi sur la période de l'année scolaire qui va de octobre jusqu'à juin.
Et après, ce sont 3 jours d'affilée en octobre 2023. Il n'y a pas d'autres jours de prévus. C'est vraiment réservé le jeudi pour faciliter l'organisation au sein de l'établissement et faire en sorte que vous puissiez participer à toutes les séances, puisque c'est vraiment on peut pas s'inscrire à certains modules pour compléter ses connaissances, mais il faut à partir du moment où vous inscriviez, où on retient votre candidature, vous êtes avec nous dans l'aventure pour les 120 heures. Donc effectivement, je lis dans le chat, c'est un investissement, c'est une opportunité, enfin c'est un investissement et c'est aussi une opportunité de rencontrer des acteurs, d'approfondir des thématiques, de pouvoir voir des choses que vous n'aurez pas forcément l'occasion de voir, même si vous êtes très actif au niveau du réseau focal. Alors, une question concernant comment candidater donc, pour participer à cette formation. Donc, il y a des dossiers, on y revient après, mais on peut déjà vous répondre. Il y a un dossier de candidature qui a dû paraître arriver au niveau de votre établissement et logiquement, il a dû être diffusé avec une circulaire. Donc, vous êtes censé avoir reçu ce dossier de candidature. Sinon, n'hésitez pas à en faire la demande pour le recevoir. Donc, c'est à envoyer avant le 24 juin. Transmettre votre dossier complété et signé par le chef d'établissement. 24 juin. Pardon. Les personnes qui s'inquiètent sur les chances d'être retenues, donc tous les ans, il y a plus d'enseignants que de CPE qui candidatent. Et dans la formation, il y a plus d'enseignants que de CPE. Donc, ne vous inquiétez pas. Malgré tout, on va chercher quand même à équilibrer le groupe pour éviter que ce soit juste des enseignants, comme le disait Sylvie Destin, d'un type de discipline. La mixité fait la richesse aussi de la formation. Donc si, il y a quand même pas mal de chances d'être retenu pour la formation. Après, il y a ce qu'on constate aussi entre le nombre de participants à cette réunion d'information et le nombre de dossiers qui vont nous parvenir. Il y a aussi un différentiel parce qu'il y a des personnes, on l'a dit et on le redira, qui entendent que finalement, ça n'est pas nécessaire de faire la formation pour se présenter à la certification. Il y a les personnes pour qui le jeudi, c'est pas possible, ou pour qui un investissement d'une quinzaine de jeudis dans l'année, ça n'est pas possible. Donc voilà, il y a quand même chacun après cette réunion va pouvoir se positionner de manière éclairée, à savoir est-ce que je rends mon dossier que je devais faire viser par mon chef d'établissement ou pas. Et voilà, donc il y a quand même voilà, il y a quand même 30 personnes qui participent à cette formation, ce qui n'est pas rien. Et on l'a peut-être pas suffisamment évoqué, mais on accompagne aussi à la préparation de l'examen avec un travail à la fois sur l'épreuve 1 et sur l'épreuve 2, qui est une étude de cas. Donc, on revient plusieurs fois dans l'année sur ces études de cas. On fait plancher les stagiaires sur plusieurs études de cas, que ce soit en individuel ou en collectif, avec également une correction. Donc on accompagne les stagiaires aussi, bien sûr, à se professionnaliser, mais aussi à préparer l'examen. Pour les collègues qui souhaitent en savoir plus sur le décrochage et qui ne sont peut-être pas prêts à s'investir autant l'année prochaine, il y a aussi des parcours proposés par l'École académique de formation continue et qui peuvent être une première entrée
avant de s'investir autant, de s'engager dans cette formation qui est vraiment une formation conséquente, mais on n'a pas d'autre choix que d'appliquer les textes. Et avec la formation, il est prévu cette formation de 120 heures plus 70 heures pour faire les 190. Alors, il y a des questions aussi très, très pointues sur la personne en disponibilité, la personne qui mute, qui change d'établissement, donc qui doit valider enfin, doit viser le dossier en tant que chef d'établissement. Pour la personne en disponibilité, la question a déjà été posée sur Paris à la DAFOR et quand vous êtes en disponibilité, vous n'êtes plus lié vous n'êtes plus forcément sur le décrochage scolaire, etc., etc. Bref, quand ça lève le lien en fait que vous avez avec votre activité principale et du coup, du point de vue de la DAFOR et du point de vue réglementaire, vous ne pouvez pas être en formation professionnelle rattachée à votre activité habituelle. Sauf si c'était un congé de formation, mais là, en fait, la formation ne relève pas d'un congé de formation. Et par rapport à la personne qui change de PLE, on a eu le cas, je ne sais pas si vous avez une réponse Oui. globale et théorique, Oui, Sylvie, Tania? oui, je Il pense que faut pour la personne qui mute donc dans un autre PLE de l'académie, effectivement, le chef d'établissement actuel doit donner son avis parce que jusqu'à présent, vous êtes au sein de son établissement. Mais il est aussi bien que vous puissiez vous rapprocher du nouveau pour avoir son avis, puisqu'ensuite, vous serez installé dans son établissement. Donc, j'aurais envie de vous dire que vous devez avoir les deux avis, un peu pour le coup, parce que l'autre chef d'établissement qui va vous accueillir aura besoin d'être prévenu, en fait, de votre formation. Donc, il vous faut êtes sur surtout quelle qu'il académie? puisse. C'est Maxime Dupuis. Vous êtes sur quelle académie peut-être et vous dites que votre prochain établissement est au courant et d'accord. Donc à ce moment-là, peut-être faire signer les deux, comme ça vous aurez l'assurance que les deux ont bien donné leur avis favorable. En fait, Versailles, d'accord. il faut que le chef d'établissement soit informé, le nouveau chef d'établissement soit informé et puisse vous libérer le jeudi. Donc voilà, c'est ce qu'il disait, c'est que il est déjà au courant. Donc voilà, si vous pouvez faire signer les deux, ça sera plutôt une bonne chose qu'ils soient tous les deux au courant et qu'ils donnent leur avis favorable. D'accord. Il y avait une autre question sur les chances de réussite et les nombres de dossiers pour le nombre de retenues. Alors, je parle juste pour Versailles. En moyenne, ces dernières années, on a environ entre 24 et 30 dossiers pour seulement 12 places. Donc, vous voyez, c'est une candidature sur deux qui est retenue environ. Il me semble que pour les autres académies, c'est à peu près du même ressort. Nous, on a une quarantaine de candidatures jusqu'à présent pour 12 places aussi. Mais après, parmi les candidatures, on a eu aussi des candidatures qui ne répondaient pas aux critères spécifiés dans les textes. Donc, à savoir, on a eu des assistants d'éducation, on a eu des personnes en CDD. Donc, malheureusement, on a dû écarter leur candidature. Et sur Paris, il y a moins de candidats. Donc là, le taux de pression, comme on dit, sur les affectations est moins important. Et pour s'il y a un changement de chef, vous avez de la chance si vous le connaissez, hein, celui de l'année prochaine, hein, mais pour votre dossier, la validation de votre dossier, vous ne le connaîtrez pas toujours. Donc, en fait, Oui. ce qu'on regarde au moment de la commission interacadémique d'examen hein, des candidatures, on va regarder le dossier tel qu'il est validé à cet instant et on peut considérer que ça engage le prochain chef d'établissement. Hein. Alors, Oui, c'est vrai. il y avait une question aussi sur l'avis. Alors là, c'était la personne demande pour l'avis de son inspectrice.
c'est l'avis du chef d'établissement. Je ne sais pas après pourquoi, là, il y avait la question posée à propos de l'inspectrice. En cas de refus, il n'y a pas de recours, c'est une formation. On peut pas, on peut émettre un avis défavorable et ne pas, enfin, le chef d'établissement peut émettre un avis défavorable et on n'a pas de moyen de d'outrepasser cette décision. Mais ça ne vous empêche pas de, si jamais c'était le cas, de vous inscrire à d'autres formations, à l'école académique de formation continue ou d'essayer de chercher à comprendre pourquoi le refus. Peut-être qu'il y a une problématique spécifique sur cette année et que c'est compliqué. Mais non, après, il n'y a pas de recours prévu. Je crois qu'on va pas assez vite sur l'examen parce qu'il y a des personnes qui Ouais. demandent le contenu des épreuves, mais voilà, on a prévu d'y arriver, hein, rassurez-vous, hein. On y arrive. Il y a juste une personne qui redemande. Donc, Christine Ponsignon a répondu, mais je pense Pour la qu'effectivement, formation. on va aller dans ce sens-là. C'est qu'en étant en disponibilité, il n'est pas possible de bénéficier de la formation puisque tous les arguments ont été évoqués. Et c'est une certification effectivement à valeur nationale, hein, puisque c'est un décret effectivement national. Et par rapport à, à l'examen, vous allez voir aussi pourquoi c'est difficile de s'y présenter quand on est en disponibilité. C'est que en fait, ça se passe en situation professionnelle. Donc, il faut être devant un groupe d'élèves décrocheurs. Donc, en étant en disponibilité, ça paraît compliqué, hein. Voilà. Donc, pour la formation, c'est sûr que ça n'est pas possible. Pour l'examen, je pense que c'est plutôt la situation qui va vous mettre en, en difficulté, hein, de pouvoir présenter une situation qui pourra être examinée. On passe à l'examen? À l'examen, oui, donc on peut défiler, voilà. Donc comme ça a été dit, il y a donc bien 2 épreuves qui ont lieu le même jour dans un établissement scolaire. Donc que ce soit, c'est plus généralement au sein de votre établissement scolaire, hein, qu'a lieu donc l'épreuve. Donc en général, vous avez un dossier qui vous est envoyé et vous devez donc remplir les jours et les heures qui vous conviennent pour passer ces séances et ces épreuves. Donc, la première épreuve donc, est une séance de formation qui dure donc 30 minutes en présence de plusieurs jeunes. Alors, plusieurs jeunes signifie au minimum 3 jeunes. Voire en général voilà, de 3 à 8 jeunes, un petit groupe de jeunes, mais en dessous de 3, on ne peut pas considérer que c'est valide puisqu'il faut vraiment un nombre minimum de 3. Donc, une action donc c'est une séance en lien avec la lutte contre le décrochage scolaire. Donc, il s'agit vraiment de mettre en place une séance que vous allez créer. Hein, vraiment, c'est vraiment, on vous laisse l'initiative de créer cette séance, cet atelier, d'une durée un peu particulière, parce qu'effectivement, 30 minutes, ce n'est pas un temps habituel pour le temps scolaire. Donc, il faudra vraiment respecter ce délai de 30 minutes. Et donc, pendant cette période-là, vous allez avoir une séance, un échange avec les jeunes. Alors, bien sûr, vous allez être préparé pour cette séance de formation pendant la formation. Donc, voilà, on vous en dira un peu plus sur cette séance-là. Mais donc, vous êtes à l'initiative de cette séance et vous devez engager une dynamique avec des jeunes de votre établissement, peut-être de votre classe ou d'autres jeunes qui ont le profil de jeunes, par exemple, repérés par le GPDS ou autres jeunes. Donc, cette séance est suivie d'un échange de 15 minutes avec les membres du jury. Donc, des questions sur votre manière de présenter la séance, sur des questions sur quels étaient un petit peu les objectifs pédagogiques hein, que vous aviez l'intention de mener, des questions sur
tout ce qui est en lien avec la pédagogie mise en place autour de cette séance. Alors bien sûr, pour les CPE, ça apporte une certaine contrainte parce qu'il vous faut trouver, entre guillemets, des jeunes qui puissent donc bénéficier de cet atelier, mais c'est tout à fait possible au sein de l'établissement de repérer des jeunes en voie de décrochage et de proposer un atelier à un groupe de jeunes. Alors, la deuxième épreuve est une étude de cas qui dure 1 heure, donc 1 heure de travail sur une étude de cas, qui est suivie donc par un entretien avec le jury. Donc, pendant 15 minutes, vous aurez à présenter le diagnostic et des réponses aux questions. Et les 15 minutes suivantes, vous aurez un entretien avec le jury en répondant à des questions plus larges sur la politique, par exemple académique ou départementale de l'aide contre le décrochage, ou des questions plus larges. Donc, vous voyez qu'il y a une temporalité pour la session 2023. Les inscriptions se font de façon indépendante à l'examen et à la formation. Donc, comme l'a dit Christine Consignon, si vous êtes inscrit à la formation, il faudra aussi vous inscrire après à l'examen. Donc, l'inscription à l'examen a lieu en février-mars 2023. Et l'examen aura lieu en novembre-décembre 2023. Voilà, donc il est possible de passer en session anticipée pour certains, à condition de mutation, par exemple, l'année qui suit. Donc ça, mais ce sont en général la période de novembre-décembre, c'est la période donc officielle pour passer l'examen. Donc comme ça a été dit, mais je vais peut-être le redire, la formation n'est pas obligatoire pour passer l'examen. Donc vous pouvez tout à fait passer l'examen sans avoir bénéficié de la formation. Vous pouvez avoir bénéficié de la formation et puis soudainement ne plus pouvoir passer l'examen. C'est tout à fait indépendant. Voilà. Donc sur ce point-là, le jury est composé donc de 2 personnes. Ce sont en général donc un personnel d'inspection, un inspecteur donc disciplinaire ou un inspecteur information et orientation. Et en général, il est accompagné soit un coordinateur de la MLDS pour la plupart, ou d'un chef d'établissement également, dans les cas les plus fréquents. Voilà, c'est un binôme classique, inspecteur, chef d'établissement, inspecteur et coordinateur de la MLDS. Donc, pour cette slide-là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, donc là, oui, c'est les points de vigilance sur l'épreuve 1. Alors, comme cela a été dit tout à l'heure, oui, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est une séance de 30 minutes. Donc, il est vrai qu'il ne faudra pas dépasser le délai puisque le jury aura son chronomètre à côté et que vous serez arrêté au bout des 30 minutes. Donc, certains se sont trouvés un petit peu dépourvus, n'ont pas bien envisagé la durée. Donc, ça, c'est vraiment un point de vigilance qu'on vous donne puisque c'est une durée un peu atypique. Voilà. Sur les jeunes, donc on vous a dit, tout à l'heure, je vous ai dit 3, mais bon, c'est vrai qu'on était resté sur 2, 3, enfin, je sens que c'était même plutôt 3 que 2. En général, 8 à 10, c'est vraiment un bon format pour une dynamique, pour vraiment apporter une dynamique de groupe, c'est essentiel. Alors, pour les jeunes qui sont ces jeunes, sont des jeunes, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont été repérés comme présentant des signes de décrochage. Et pour la plupart d'entre eux, ils sont repérés par le GPDS. Donc, c'est souvent la porte d'entrée pour retrouver ces jeunes-là. Ça peut aussi être des jeunes qui sont en action MLDS ou des jeunes qui sont en dispositif relais. Tout à fait, oui.
Mais il faut vraiment que ce soit un groupe d'élèves qui présentent des signes de décrochage et pas les élèves de ma classe de 3e C. Ou, voilà, c'est vraiment un groupe spécifique avec une problématique ou des problématiques en lien avec le décrochage scolaire. Ça peut pas, ils ne peuvent pas être des jeunes lambda, des élèves lambda, puisque ça n'aurait pas de sens, hein. Ça peut être un groupe d'élèves avec qui vous avez déjà mené un projet ou des séances, tout à fait. Justement, ça peut être un groupe de jeunes que vous connaissez et ça peut être donc justement une séance qui est positionnée dans une certaine continuité et pour lesquelles vous aviez déjà des objectifs que vous pouvez rappeler en début de séance avec donc tout un déroulé pédagogique et c'est tout à fait voilà un groupe de jeunes que vous pouvez connaître bien entendu, hein. Et au contraire, hein, ça peut être C'est plutôt conseillé. c'est plutôt même conseillé tout à fait, hein. Que vous serez plus à l'aise et les élèves sauront pourquoi ils sont là et ce que vous faites avec vous. La relation de confiance aura déjà été installée plutôt que d'être sur une première séance qui peut être un peu plus un peu plus osée parce que il y a ce climat de confiance à la fois entre vous et les élèves et à la fois aussi entre les élèves entre eux. Donc c'est toujours, enfin, c'est plutôt conseillé que ça ne soit pas la première séance sur laquelle vous demandez à être évalué. Et justement, ça vous permet de prévenir donc les élèves, de leur dire que à tel jour, telle heure, deux personnes seront présentes et de leur rappeler donc aussi l'objectif, hein, ce que vous allez faire. Il faut être assez transparent aussi avec eux, hein. Et donc voilà, vous devez bien travailler cette séance-là parce que le jury pourra aussi vous poser des questions sur où est-ce que vous voulez emmener les jeunes, quels ont été vos objectifs, où est-ce que vous voulez amener les jeunes. Donc tout ça, dans la temporalité, dans la construction pédagogique, c'est très important d'avoir ce fil conducteur. C'est globalement une structure d'éducation nationale, c'est plutôt conseillé puisque là vous parlez d'autres dispositifs autres. Il est préférable d'être sur un établissement éducation nationale, effectivement. Alors, Oui, précision sur l'examen, on n'a pas donné la temporalité, si, on a précisé que c'était en novembre et en décembre. oui, 2023, oui, sur la Ok, précédente. donc ça arrive tôt dans l'année scolaire, mais suffisamment tard pour avoir le temps qu'un premier GPDS se tienne et qu'un groupe soit constitué. Vous pouvez aussi, si vous êtes dans le même établissement que l'année précédente, enfin, cette année et l'année prochaine, déjà de repérer un petit peu le groupe avec lequel vous pourriez travailler et préparer ça un petit peu en amont. Donc, en fait, il arrive tôt, mais pas vraiment finalement, parce que novembre-décembre, comme dit Tania Gouzougek, ça vous laisse quand même le temps en septembre de commencer à travailler sur ce projet-là. Et il est vrai qu'il ne faut pas commencer à vous y pencher en novembre. Il faut vraiment, dès septembre, commencer à faire émerger ce projet. Donc, globalement, les stagiaires et les candidats sont assez prêts et sont bien dans la dynamique, hein, sur cette période-là. C'est pas du tout un problème sur ces dates-là. Alors, sur la session 2022, il est trop tard, hein, puisque les inscriptions avaient lieu en février-mars 2022, donc c'est bien trop tard. Alors, concernant l'entretien qui suit la séance de formation, donc vous aurez 15 minutes d'entretien avec donc les deux membres du jury. Donc, ça vous permet vraiment d'apporter des précisions sur le contexte de la séance, sur ce que vous souhaitez y mettre. Et puis aussi, ça permet de voir quelle était votre analyse réflexive sur le déroulé pédagogique de la séance. Donc, c'est ça qui est attendu vraiment, c'est la réflexivité, hein, vraiment qui est attendue de votre travail.
Donc, l'examen a bien lieu dans un établissement scolaire, donc effectivement avec des élèves décrocheurs, tout à fait. Les vôtres ou d'autres jeunes qui ont été repérés en GPDS ou par d'autres portes d'entrée comme les modules de la MLDS. Donc, sur cette épreuve 1, je pense qu'on a fait le tour. On peut passer peut-être à la deuxième épreuve, qui est une étude de cas. Donc, vous avez 1 heure pour travailler sur cette étude de cas. Et pendant cette période, donc, vous avez donc assez de temps. 1 heure, c'est tout à fait un temps nécessaire qui vous permet donc de prendre connaissance du contexte et de la problématique. Et en général, vous avez 2 à 3 questions, 3 questions qui vous sont posées, 3 questions qui vous sont posées à l'issue de cette problématique. Donc, suite à ce temps de travail, vous avez 15 minutes de présentation du diagnostic et de réponse aux questions. Donc là, il faut voilà, apporter une analyse de la situation. Il faut vraiment montrer que vous connaissez le contexte de la lutte contre le décrochage scolaire, que vous connaissez bien l'organisation du système éducatif, le cadre réglementaire. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de montrer que vous avez travaillé, que vous êtes au point sur les ressources, les partenaires, que vous avez vraiment voilà, cette connaissance élargie du maillage territorial de la MLDS. Donc, on n'attend pas une réponse unique, mais on attend de vous que vous puissiez être force de proposition et que vous puissiez donc argumenter vos choix aussi. Donc, vous avez ensuite un temps d'entretien avec le jury qui pourra vous poser des questions complémentaires pour élargir un petit peu plus la réflexion. Donc, il pourra peut-être vous emmener sur le terrain par exemple, du réseau focal, sur la plateforme de suivi d'appui à l'examen. Enfin, il pourra un petit peu élargir la discussion. Donc, on attend de vous vraiment une bonne connaissance du contexte et des partenaires et vraiment une analyse réflexive de la situation. Est-ce que vous vouliez compléter ou est-ce que ça vous semble globalement pas vraiment de questions, on dirait, sur ce point-là. On peut continuer alors si vous le souhaitez. Hop, je lance le slide suivant. Il faut aussi peut-être préciser que pour... ben non, tu le feras après, pardon. On le fait après, oui. Alors, sur les résultats de session, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour cet examen, donc pour la session 2021, nous avions 93 inscrits à l'examen en session 2021, ce qui est un chiffre assez important, et 36 candidats ont présenté la certification. Sur les 36, 30 ont obtenu l'examen. Donc, ce qui correspond au final à un très bon score, un très bon pourcentage de 97% de stagiaires de la formation CPLDS qui donc étaient inscrits, parce que certains ne s'inscrivent pas à l'examen, qui ont obtenu l'examen. Donc, globalement, quand le stagiaire a bénéficié de la formation, a été assidu à travailler à minima, et s'est ensuite présenté à l'examen, globalement, le taux de réussite est quasiment de 100%. Voilà. C'est vraiment… Peut-être pour expliquer le différentiel entre le nombre d'inscrits à l'examen et le nombre de candidats qui doit faire peur, il faut se dire que l'inscription à l'examen se fait auprès du SIEC en février et la session normale d'examen, elle est à l'automne suivant. Donc, entre le moment où les personnes s'inscrivent et les moments où arrive l'examen, il y a un certain temps, et ce qui fait que au moment où de préparer et de finaliser son inscription avec le renvoi au SIEC d'un questionnaire qui dit sur
parce que vous allez avoir à proposer 3 dates pour la mise en situation, professionnelle, 3 dates, un lieu, une typologie d'élèves et cetera. Et bien voilà, finalement, là, on passe aux choses très concrètes et ce dont on s'aperçoit, c'est que les personnes qui se sont inscrites en février, finalement, à l'automne, éventuellement, elles sont passées sur d'autres choses. Certaines avaient pensé qu'il fallait, s'inscrire au siècle pour pouvoir bénéficier de la formation l'année d'après. Enfin, il y a plusieurs, facteurs qui font qu'on a cet effet entonnoir entre, le nombre d'inscrits initiaux, en février et le nombre de candidats qui effectivement se présentent à la certification, hein. Il n'y a pas de limite pour le nombre de lauréats. Vous inquiétez pas, c'est un examen et pas un concours. Et en fait, il s'agit de valoriser des compétences acquises en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Donc, il y a un, plutôt des jurys exigeants mais bienveillants, hein. Voilà, donc c'est ce qu'on vous a dit aussi tout à l'heure, hein. Il est possible de passer l'examen, disons, en candidat libre et vous avez aussi toutes vos chances, hein, parce que certains l'ont passé en candidat libre et ont obtenu aussi l'examen. Donc, c'est aussi une option qui peut s'avérer possible et peut-être intéressante pour certains. Voilà, donc c'est aussi une possibilité. Alors, donc il est tout à fait possible de passer à plusieurs dans le même établissement. Tout à fait, oui, oui. Vous pouvez être plusieurs dans le même établissement. C'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, sur des dispositifs différents, mais c'est déjà arrivé. Donc, on peut passer à la slide suivante si vous voulez, si on a présenté celle-ci. Alors, le rapport de jury 2021, et après on peut répondre à la question. Le rapport de jury 2021 donc, est en ligne, hein, sur le site du SIEC. Vous avez le lien là, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a écrit, vous aurez bien sûr le diaporama, hein, qui vous sera envoyé par les pôles académiques MLDS. Donc, vous aurez le temps de le lire tranquillement. Vous avez un rapport de jury qui est très intéressant, qui détaille vraiment les points essentiels des 2 épreuves. Donc, vous pourrez prendre le temps de le lire. C'est vraiment un document essentiel à consulter. Alors, les avantages à valider cette certification, effectivement, développer ses compétences, c'est vrai. Ses compétences et puis aussi ses connaissances. Ça apporte vraiment les retours, hein, des stagiaires, et vous compléterez si vous le souhaitez, bien sûr. C'est un enrichissement, hein. Souvent, les stagiaires nous disent qu'ils sortent d'une année très riche, avec des expériences variées aussi, qu'ils acquièrent, voilà, des autres participants et que voilà, c'est déjà un enrichissement, voilà, sur différents points. Là, je lisais votre question en parallèle. Alors, possibilité d'occuper un poste de cordeau, c'est effectivement une possibilité, hein. C'est pas vraiment c'est pas la certification qui va vous permettre d'avoir un poste de coordinateur de la MLDS, mais en tout cas, ça peut être une plus-value dans certaines conditions. Et pour les collègues, ça peut aussi donner, les collègues qui sont RDS, ça peut donner aussi une certaine légitimité au sein de l'établissement que d'avoir cette certification qui reconnaît vos compétences en tant qu'expert du décrochage scolaire. Donc Voilà. après, ça dépend les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous présenter à l'examen, mais ça peut vous professionnaliser, ça peut vous donner une légitimité et ça peut aussi, enfin, c'est pris en compte. Alors pour l'académie, je parle pour l'académie de Créteil, dans le cadre des recrutements entre une personne qui a le même profil, enfin, deux
candidatures qui ont un profil identique et une expérience quasi identique. Le fait d'avoir suivi la formation CPLDS et d'avoir obtenu la certification est vraiment apprécié, puisque on sait les compétences que vous avez dans le domaine du décrochage scolaire. Oui, c'est vrai que c'est comme disait Tania Gouzoukek, c'est vrai que c'est une plus-value aussi dans votre pratique au quotidien, hein, avec votre équipe au sein de votre établissement. C'est vrai que si vous êtes référent décrochage scolaire, ça vous apporte aussi la possibilité de mettre en avant aussi ce que vous avez appris aussi pendant la formation. Dans l'évolution de carrière aussi, on a vu que certains après cette formation, avaient pu mettre en avant donc leurs compétences et étaient passés sur d'autres postes que des postes de CPE et d'enseignants. Donc ça ne vous donne aucun, disons, aucun titre officiel, hein, c'est pas un concours, hein, ça ne vous ouvrira aucun poste de cordeau de façon directe, mais ça peut vous permettre d'avancer dans votre carrière si c'est votre souhait sur d'autres postes. Donc, c'est vraiment une plus-value, mais c'est vraiment à vous, avec votre parcours et vos projets, votre projet, de mettre en avant, voilà, qu'est-ce que vous voulez en faire. Voilà, c'est vraiment comment vous allez amener votre parcours avec cette certification. Donc, il n'y a pas de poste type, si vous voulez, qui sont ouverts suite à cette formation. C'est vraiment à vous en fonction de votre parcours et de votre profil, certains vont devenir formateurs académiques, d'autres vont passer chef d'établissement. Mais ça, c'est vraiment à chacun de s'orienter vers son parcours. Puis d'autres vont rester enseignants. Il n'y a pas de parcours type. Donc, les avantages, ils sont vraiment pour vous, pour vos élèves aussi, parce que vous allez monter en compétences et que forcément, vous allez apprendre de façon théorique et aussi pratique. Et quand on revient dans l'établissement, on revient un petit peu changé, avec des nouvelles idées, des nouvelles pratiques, de la théorie beaucoup plus construite. Et ça, forcément, ça va impacter aussi votre façon de travailler, la relation avec les élèves et la relation avec les autres, avec l'équipe. Et donc ça, c'est aussi important, c'est aussi un avantage. Alors, les candidatures à la formation 2022-2023, donc on l'a dit, hein, c'est un dossier à remplir. Alors, si certains ne l'ont pas eu, il faudra peut-être nous envoyer votre mail pour qu'on vous l'envoie. Un dossier d'inscription à faire valider par le chef d'établissement et à renvoyer à votre rectorat avant le vendredi 24 juin. Donc ensuite, il y a une commission interacadémique qui va étudier tous les dossiers et en fonction des différents critères qui ont été évoqués tout à l'heure, hein, on va essayer de répartir, hein, au niveau géographique, au niveau des statuts, des corps disciplinaires et puis d'autres critères qui seront le parcours, la motivation mise en avant. Donc, on va sélectionner 30 candidats et les réponses seront envoyées par mail, qu'elles soient positives ou négatives, début juillet. Donc, vous serez informé par mail et le chef d'établissement sera mis en copie également. Après, on constitue une liste complémentaire et parfois des personnes qui se sont inscrites finalement reviennent sur leur demande, réévaluent et du coup, il se peut aussi que on vous recontacte un peu plus tard, avant le 14 juillet, mais un peu plus tard, ou à la rentrée de septembre. C'est arrivé, nous, l'année dernière, on a pris 3 personnes sur la liste complémentaire puisqu'on a eu des désistements. Voilà pour cette slide. Si tu veux passer à la suivante. Donc, La suivante, c'est nous.
Voilà, donc vous avez là nos mails, hein, si vous voulez nous écrire pour poser. Alors, si vous avez des questions complémentaires qui vous viendraient par hasard dans les jours à venir, vous pouvez toujours nous écrire. Là, on a encore un peu de temps, hein, si vous souhaitez poser d'autres questions, peut-être plus précisément, plus précises. On a encore quelques instants, si vous voulez, pour échanger sur la formation ou sur l'examen. Alors, je pense que si vous êtes détaché, donc vous êtes du premier degré détaché dans le second degré, je pense que c'est le chef d'établissement dans lequel vous exercez qui valide, hein, donc celui du second degré. Parce que, en fait, c'est la question de l'emploi du temps, que votre emploi du temps soit adapté. Donc, il faut que le chef d'établissement soit d'accord et organise cet emploi du temps pour que vous puissiez bénéficier de la formation. Alors, titulaire CPE, pas forcément. Vous pouvez être, comme Christine Ponsignon l'a dit tout à l'heure, vous pouvez être donc CPE en CDI, hein, c'est tout à fait possible. Donc, on rappelle qu'il faut être ou titulaire ou en CDI et CPE ou enseignant. Donc, on vous a mis dans le diaporama les textes pour que vous puissiez revenir dessus si besoin. Alors, il devrait y avoir une question posée par rapport aux ordres de mission. Comme ce sont des formations qui vont être gérées par la DAFOR et le AFC, maintenant l'École académique de formation continue, vous aurez une convocation pour formation en fait, pour chaque séance qui arrive dans vos établissements, normalement. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Contractuel CPE, c'est possible si contractuel CDI. Il faut préciser, mettre les points sur les i. Donc, en mettant un avis favorable, votre chef d'établissement s'engage à vous libérer le jeudi. Mais en parallèle, une convocation vous sera envoyée par l'École académique de formation continue. Alors, comment ça se passe une fois qu'on a l'examen? On est automatiquement référent de notre établissement. Eh bien, ça n'a carrément rien à voir. On va dire que vous devenez un vivier très riche pour les référents décrochage scolaire, mais c'est établissement par établissement. Bon, on ne peut pas dire que ça se bouscule forcément, hein, les volontaires pour être référents décrochage scolaire. Voilà, donc je ne suis pas sûre que ce soit le problème. Il y avait une question sur le dossier, si jamais le chef d'établissement ne retrouvait pas le mail avec le dossier, qu'en fait, oui, vous pouvez prendre contact avec nous dès maintenant pour nous demander qu'on vous transmette le formulaire à renseigner. Donc, vous n'êtes pas effectivement automatiquement référent décrochage de votre établissement, mais le fait d'obtenir la certification vous rend légitime à enclencher le dialogue avec le chef d'établissement et vous porter candidat. S'il n'y a qu'un référent décrochage scolaire, on conseille de fonctionner avec un binôme de référents décrochage scolaire, à la fois CPE et enseignants. Et du coup, vous pouvez tout à fait approcher le chef d'établissement et lui dire que vous avez obtenu la certification et que vous souhaitez vous investir en tant que référent décrochage scolaire. Et après, il étudiera votre candidature. C'est vraiment, oui, le chef d'établissement qui choisit, hein, vraiment qui est référent de son établissement.
Ah, si on devient référent, quand exerce-t-on nos missions lorsqu'on est enseignant? Alors ça, tout ça, ça sera précisé dans le cadre de la formation, ce qu'est un référent décrochage scolaire, comment on exerce ses missions, ou à d'autres formations, proposées, en lien avec le décrochage scolaire. Sur l'Académie de Créteil, on a une formation spécifique au référent décrochage scolaire avec un niveau 1 pour les nouveaux RDS et un niveau 2 pour les RDS déjà un peu plus aguerris. Voilà. Sachant qu'être référent décrochage scolaire n'est pas un poste en tant que tel, c'est pas, vous pouvez tout à fait être enseignante et avoir la casquette de référent, hein, référente en plus, hein. Donc, vous pouvez exercer vos missions d'enseignante et en plus être référent. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le concevoir. C'est comme un référent numérique, un référent art. Il y a différents types de référents au sein des établissements. Ben, c'est une mission en plus de la mission que vous avez actuellement. À ne pas Si vous avez confondre des questions, référent, oui, ne pas confondre référent décrochage scolaire avec coordinateur décrochage scolaire. C'est peut-être là d'où vient la confusion. mais on n'est plus que 29, donc on va Oui, pouvoir voir clore. voilà, clore la réunion. Pour toute question, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a laissé nos adresses et on va vous envoyer de suite le diaporama. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Bonne fin de Bonne journée. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.